Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nicole Mina. Bonjour monsieur, ravi d'avoir été votre invité. Voilà, vous êtes mon invité. Voilà, donc vous êtes la représentante de Zemmour sur l'Hérault. Voilà. Reconquête. Exactement. Donc, bon, voilà, vous avez 75 ans, 3 filles, Oui. 5 petites filles. Oui. Famille matriarcale, d'origine pied-noir italienne. Vous êtes retraitée, vous êtes institutrice. Tout à fait. Vous avez commencé la politique en 1985 au Front National à Toulouse. Oui. En 87, vous avez été investi au cantonal en Haute-Garonne. Oui. Et ensuite, vous avez changé de région. Vous avez été élu au conseil régional Rhône-Alpes en 98. Oui, pour le département de Savoie. Voilà. Voilà, vous avez fait une première entorse au Rassemblement national. Vous êtes parti avec Maigret. Et ensuite, vous êtes revenu au Rassemblement national. Donc, ils sont sympas au Rassemblement national. Ils ont pas porté... Ben, ils ont fait table rase du passé. Hein. Parce que là, vous êtes à nouveau parti. Ça fait la deuxième fois que vous partirez oui. Une troisième fois, alors. Du Front National Rassemblement, je ne suis parti que 2 fois. Oui, vous allez y revenir. Non. Ah bon. Non. Donc vous avez été cadre. Alors je reviens. Vous avez été cadre au RN pendant 7 ans. Ensuite, en 2006, vous êtes revenu à la Grande Motte, puis à Massillargues à votre retraite. Voilà, vous avez... Et puis donc il y a 3 ans, aux dernières européennes, ça vous plaisait plus trop, la politique du Rassemblement national. Vous avez compris qu'il y avait des bizarreries dans la composition des listes. Enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais vous avez claqué la porte. Et puis vous êtes, quand Zemmour a créé son parti, il est venu vous chercher. En gros, oui, tout à fait. Voilà. Et donc vous êtes parti avec Zemmour. Voilà. Nous avons commencé l'aventure avec l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Voilà. Donc, votre passion, c'est la politique, mais pas que. Aussi les recherches généalogiques. Donc, vous avez fait des recherches sur votre famille maternelle et vous êtes remonté jusqu'à 1650. Oui. Voilà. C'est l'histoire d'une famille française où il y a des souches qui sont étrangères. Alors, mon papa était italien. Oui. Mais du côté de ma maman, effectivement, c'est un ancrage gaulois, on va dire, extrêmement ancien. J'ajouterai aussi comme passion l'écriture, puisque je ne me contente pas de récupérer les archives, mais je les transforme en écriture. Voilà. Alors j'avais commis 2 petits bouquins, l'un sur des anecdotes camarguaises, et l'autre sur les femmes zappées ou maltraitées par l'histoire. Les femmes de quel coin? De quel coin? Ben, par exemple, Olympe de Gouges, la Dame de Vix, qui était celte, d'accord. etc. C'est pas local, quoi. C'est national. Oui. National, d'accord. Voilà. Donc, on va passer à la une du prochain numéro. Donc, on vient sur un sujet là qui a pas mal animé ce week-end et qui est un peu au cœur des débats. La une, c'est insultes, menaces, les élus boucs émissaires. Après l'adjoint de Saint-Bresse, Romain Gros, le député des Pyrénées-Orientales, Coralie Dubost, pourquoi tant de haine? Envers Éric Zemmour. Envers les élus. Envers les élus. Les élus en général. Bon, Zemmour, oui. Il n'est pas encore élu, non, mais bon. Il y a de la haine aussi à son encontre. Oui, alors envers les élus, vous employez le mot haine, moi je trouve que c'est un petit peu fort. Ah ben je sais pas si vous avez vu les images contre le député Romain Gros, là c'était quand même, elles ont circulé. C'était violent. C'était très violent, oui. Oui. Il a fallu qu'il aille se réfugier, la personne qui l'a aidé, elle a pris un coup de poing dans la figure, c'était en grosse tension, quoi. Oui, mais moi je pense effectivement que cela s'inscrit dans l'ambiance générale qui fait que la violence remplace trop souvent les mots et le débat contradictoire. La violence gagne. Hélas, oui, tout à fait. Ben, nous en avons eu un exemple, samedi dernier à Nîmes, où la violence a été déclenchée tout de suite, quoi. Donc,
C'est un à quel sujet? C'était une réunion des sympathisants d'Éric Zemmour à Nîmes, et les antifas sont venus, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même un échange assez violent, puisque un sympathisant d'Éric Zemmour de 65 ans s'est quand même retrouvé au sol, un petit peu tabassé quand même. Bon. On continue la glorieuse. Donc, bien sûr. On revient sur le cluster 17, Dodo, le sondeur épinglé. Ça, c'est pour les initiés. Oui, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, mais bon. Ensuite, on revient sur le départ et justement un sujet sur la droite. Le départ de camarades, la droite deviendrait-elle migratoire? C'est une bonne formulation. Effectivement, je pense que le paysage politique est en train, d'une façon générale, de se recomposer, et les ralliements, les glissements sont de mise à l'heure actuelle, oui. Alors, on était aussi à une conférence de presse de Sandrine Josso, une députée LaREM, cofondatrice de l'association Les Simones, qui nous dit: la parité, c'est un peu l'illusion, car même quand on a le pouvoir, les femmes ne sont pas là. Alors, la parité, moi je dirais, c'est une illusion, parce que c'est une sorte de distorsion de la démocratie qui a été mise en place. J'avais été élue donc en Rhône-Alpes à une période où la parité n'existait pas. C'est-à-dire que les militants, hommes ou femmes, étaient choisis suivant leur qualité et leurs compétences. Et la parité a fait que souvent, on a un petit peu forcé la main à certaines femmes, parce que la parité devait exister, et on a forcé un petit peu la main à certaines femmes qui étaient très moyennement intéressées par l'activité politique. D'accord. Pour moi, c'est une aberration, la parité. Très bien. Donc on revient sur... en fait, le sujet de cet article, c'est dire que même lorsque les femmes sont au pouvoir, à l'Assemblée nationale, on leur fait comprendre que c'est pas elles qui comptent. C'est ce que nous raconte un peu cette députée LaREM. Alors, voilà. Est-ce une impression? Est-ce la réalité? Moi, je ne connais pas l'Assemblée nationale. Voilà, donc on revient, Nicole, on va commencer l'entretien, on va commencer par parler de d'Éric Zemmour, polémiste, journaliste prêcheur, défendant la France de Jacques Mainville et de Maurras, c'est-à-dire la France de Jeanne d'Arc et de Napoléon, pour faire court, hein. Pour faire synthétique. Ouais, moi je fais synthétique, hein. C'est un peu la créature aussi télévisuelle de Bolloré, vu qu'il a été lancé sur ces chaînes. Est-ce qu'on peut dire que ce garçon-là a une compétence pour gouverner la France? Alors, moi je réponds oui, sans état d'âme. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Déjà parce que c'est un garçon... Parce que moi je me pose la question. Oui. Alors, un polémiste, voilà. Alors, en tant que polémiste, moi c'est quelqu'un que je suis depuis 25-30 ans, enfin depuis qu'il a démarré dans le journalisme. Il était peu connu, mais c'est là que je l'ai découvert. En fait, c'est quelqu'un qui a une culture immense, qui a une très très grande et très belle intelligence, qui lui permet de maîtriser énormément de sujets divers. Ce qui est une grande qualité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être capable d'être le maître d'œuvre d'un gouvernement en plaçant autour de lui, en choisissant autour de lui les compétences qui vont permettre de mettre sur table et de réaliser les grandes lignes du programme qui a été élaboré et qu'il maîtrise parfaitement. Enfin, il maîtrise, il n'a jamais eu l'expérience de le faire, quoi.
Il n'a jamais été député, il n'a jamais été maire, il a jamais non, été, mais est-ce que c'est un véritable handicap ou est-ce que c'est un avantage de la part de quelqu'un qui, justement, n'a jamais fait partie du système? Je ne dis pas que c'est un handicap, voilà, mais simplement, il faut de l'expérience un peu. Je connais Macron, par exemple, qui est arrivé sans parti. Il a été quand même ministre de l'économie. Donc il avait une expérience un peu d'État, de la façon dont fonctionnait le rôle de l'État, quoi. Oui, mais moi je fais une totale confiance à Éric Zemmour. Il a d'ailleurs dans son entourage des personnes qui ont fait partie de l'appareil d'État. Et il a une vision suffisamment pointue dans différents domaines pour maîtriser la chose. Bon, vous étiez, autre sujet un peu polémique, là, vous êtes institutrice, est-ce que vous receviez dans vos classes des enfants handicapés? Totalement, oui. Alors, au début de ma carrière, j'étais enseignante en maternelle, hein, là où c'est la psychologie qui s'applique le plus, en pédagogie, et j'ai été l'une des premières en France à accepter la scolarisation d'enfants trisomiques. Voilà. Donc vous n'êtes pas vraiment en accord avec lui sur ce sujet-là? Non, alors, par la suite, en primaire, j'ai accepté d'accueillir des élèves qui avaient des handicaps différents, comme la dysphasie, qui est très complexe à manager en quelque sorte. Je suis d'accord sur le fait que il n'y a pas un handicap, mais il y a des handicaps. Et chaque handicap a son degré si je puis dire, de gravité. Certains handicaps sont faciles à accepter dans une classe et fait un grand profit aux élèves. Je veux dire, un enfant en fauteuil qui a une certaine mobilité de ses bras, etc., même il peut travailler sur ordinateur et il a tout à fait sa place dans la classe qui convient à sa tranche d'âge. En réalité, je vous parlais de dysphasie, c'est un accueil de quelques heures, mais la dysphasie exige un enseignement très spécifique et d'autres handicaps très nombreux de même. J'ai d'ailleurs entendu... Donc vous êtes pour ou vous êtes contre la création de... Comment dire? De sortir les handicapés des classes... Il ne faut pas, je ne dis pas les sortir, mais savoir qu'une certaine forme de handicap nécessite des structures spéciales, particulières, pour les aider, un, à surmonter leur handicap, et deux, à accéder à une vie sociale plus que convenable. Combien de membres aujourd'hui vous avez à Reconquête 34? Alors depuis le week-end dernier, c'est-à-dire depuis le week-end de Cannes, le meeting de Cannes, nous avons dépassé les 8000, dans l'Hérault uniquement. Hein. Voilà. Et combien d'adhésions? Pratiquement 2000 dans l'Hérault. Sur le plan national, nous avons dépassé les 80 000. C'est-à-dire, on peut être membre ou adhérer? Membre, c'est gratuit, adhérer, faut c'est-à-dire que vous êtes sympathisant, vous allez vous inscrire sur l'un des sites et vous recevez les news, voilà, vous connaissez le partage d'informations qui nous est propre. Combien de parrainages pour Éric Zemmour dans le 34? Alors, pour l'instant, c'est pas énorme. Nous nous acheminons vers les 5 parrainages et plus, mais en dehors des maires. Voilà. D'accord. 5 maires, il y a 5 maires. Nous avons une capacité de 5 signatures de maires. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas énorme. Est-ce que la lettre de Jean-Pierre Grand a été suivie? Alors, la lettre de Jean-Pierre Grand, a été... a fait remuer beaucoup de choses. Et dans le sens de l'approbation,
Ben, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de retours. En revanche, j'ai énormément de personnes qui sont encore LR et qui ont été scandalisées de cette prise de position et de cette initiative qu'il a prise d'influer dans ce sens. Quand Éric Zemmour là, considère Robert Ménard comme un ennemi politique, cela signifie-t-il que parrainer, c'est soutenir? Non, alors parrainer, ça n'est pas soutenir. Ça, c'est très clair. C'est faire un acte de démocratie. Je dis souvent aux maires que je rencontre, je leur dis, écoutez, monsieur le maire, vous êtes sans doute le premier sur votre commune à reprocher ou à reprocher l'abstentionnisme. Hein? Vous reprochez l'abstentionnisme, mais vous, qui êtes bénéficiaire d'un droit que le commun des électeurs n'a pas, vous ne souhaitez pas l'utiliser pour parrainer quelque candidat que ce soit. Ça n'est pas normal, puisque la réponse que l'on reçoit souvent, mais moi je ne parraine personne. Ça n'est pas bon, ça n'est pas démocratique. Je vous donne un exemple très précis, puisque j'ai été grand électeur quand j'étais au Conseil régional Occitanie. Lorsqu'il y a des élections sénatoriales, nous sommes tenus de voter. Nous sommes pénalisés, nous sommes condamnés à une amende si nous ne votons pas. Pour quelle raison on décide d'un droit octroyé à un grand élu pour qu'il ne l'exerce pas? Ça me paraît... À la Reconquête 34, pourquoi tous les 4 sont majoritairement délaissés pour compte du RN et minoritairement des LR Pardon? Enfin, tous les cadres de chez vous là, viennent du RN? Pas du tout. Pas du tout. Oh, si, dans le 34, oui. Mes adjoints, sur mes adjoints, il n'y en a qu'un qui a été FN il y a très longtemps. Non, je parle du RN. Oui, même du RN, oui. Ils viennent d'où alors? Alors, il y a énormément de cadres ou de sympathisants qui viennent des Républicains et qui s'affichent eux-mêmes comme des anciens RPR déçus. En fait, ils ont un petit peu la même attitude que les anciens du FNRN, c'est-à-dire qu'ils disent les fondamentaux ont été oubliés. Voilà. Mais il y a énormément de LR, oui. Il y a plus de LR ou il y a plus de RN? C'est à peu près, c'est à peu près à nombre égal. D'ailleurs, parce que vous, par exemple, moi je me suis renseigné sur vous, j'ai appelé quelqu'un du RN, on m'a dit que vous étiez passé chez Zemmour parce qu'il ne vous avait pas donné de poste aux dernières élections. Non, c'est faux complètement. Oh, c'est faux. Non. Déjà, je suis sortie du RN pendant la mandature, donc je savais parfaitement ce que cela impliquerait. Et j'étais retournée chez moi, recommencer l'écriture de mes petits bouquins, puisque j'en ai encore un sur des anecdotes camarguaises que je n'ai même pas pu faire éditer parce que je n'ai pas le temps de le finir. Donc, non, c'est absolument faux. Est-ce que vous allez présenter des candidats aux législatives, quel que soit le résultat de la présidentielle? Oui. Sur toutes les circonscriptions? Oui. Enfin, oui, bien sûr, oui. C'est acté? Dans l'Hérault? Dans ma décision, c'est acté. Donc, c'est-à-dire que vous aurez un candidat qui va affronter Emmanuel Duverger-Ménard? Tout à fait. C'est la préconisation, oui. Vous avez des noms à nous communiquer dans l'Hérault? Et non. À part le mien, peut-être, mais encore... Sur quelle circonscription? Moi, si je me présentais, ce qui n'est pas certain du tout, ce serait la 9. Voilà. Puisque c'est celle que j'habite et que je considère que l'ancrage est quand même la meilleure des choses. Mais je pourrais très bien laisser l'investiture à quelqu'un d'autre. Parce que ce qui se dit quand même, c'est que... parce que, comment il s'appelle? Zemmour. C'est que Zemmour, il fait le jeu de Macron. Grâce à lui... comme il va piquer des voix au LR et au RN, Macron,
n'a pas de problème, il va dérouler, quoi. Je suis beaucoup moins certaine que vous de ce type de résultat. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne prend pas en considération l'énorme masse des abstentionnistes. Oui, enfin, les abstentionnistes, ils sont de plus en plus abstentionnistes. Non, une grande partie a été abstentionniste parce qu'il n'y avait pas d'offres politiques qui leur conviennent. Et quand vous me dites, vous n'avez pas essayé, mais bon, je vous ai quand même bien entendu, il y a donc dans nos rangs, il y a des LR, des anciens LR, des anciens RN, mais il y a énormément de personnes qui ne se sont même pas approchées d'un parti politique dans leur vie antérieure et qui se sont déclarées pour Zemmour. Et ça, c'est un signe. Au deuxième tour, vous voterez Marine Le Pen ? Si elle est au deuxième tour, oui, mais elle n'y sera pas. D'accord. Je le pense. Encore que... Vous voterez Pécresse, si c'est Pécresse qui est ? Oh. Vous me faites mal au cœur, là. Écoutez, il y aura... Si c'est Macron contre Mélenchon, vous voterez pour qui ? Oh, écoutez, il est tellement amusant, Mélenchon. Non, je plaisante. Je n'envisage pas ce cas de figure. Pour moi, le cas de figure, c'est second tour. Zemmour-Macron, donc, ou Pécresse. Allons savoir. Comment expliquez-vous le tassement de votre candidat dans les sondages ? Alors, le tassement de mon candidat dans les sondages français, je précise. Parce que vous avez d'autres sondages. Vous avez des sondages. Bien sûr, il y a des sondages en Belgique, en Suisse, même aux États-Unis. Ouais. Et les sondages ne sont pas les mêmes. Ils disent quoi alors les sondages aux États-Unis ? Ils le mettent à un pourcentage nettement plus important que les sondages français. Mais bon, passons là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse en chiffres, ce sont des chiffres symboles, comme justement le nombre d'adhérents acquis en quelques semaines à peine, contrairement à d'autres vieux partis qui rament. Et ce sont les nouveaux arrivants qui nous rejoignent tous les jours. Ça, c'est un sondage actif. L'obsession de l'immigration, c'est qu'elle est compréhensible pour la plupart des citoyens français qui ont un ancêtre assez rapproché d'origine étrangère. Alors, moi, j'ai un ancêtre. C'est mon père qui était carrément d'origine étrangère. Il n'y a aucune objection à ce qu'il y ait eu ou à ce qu'il y ait une immigration programmée, mesurée, maîtrisée. C'est clair. Mais l'immigration massive dont quand même on nous submerge, notamment dans certains quartiers et certains départements, non. Ça, c'est impossible à accepter. Est-ce qu'on peut être raciste au XXe siècle ? Ça n'est pas une question de racisme. Ça n'est pas du tout une question de racisme. Hein. Parmi nous, il y a des adhérents, des sympathisants qui sont d'une origine ethnique, puisqu'on n'a pas le droit de dire raciale, qui sont d'une origine ethnique non européenne et qui sont parfaitement à leur place parmi nous. Ils sont patriotes, ils aiment la France, ils aiment les traditions françaises et il n'y a aucun souci avec cela. Mais vraiment aucun. Et est-ce qu'on peut dire que Zemmour défend des valeurs catholiques traditionnelles ? Mais oui. Et qu'en est-il le fait qu'il lâche sa femme pour une jeune femme de 30 ans ? Alors, écoutez, ça, c'est une question qui est dans l'intimité d'Éric Zemmour. Je ne peux pas y répondre. Ça choque les gens quand même un peu, ça. Alors, sachant que... Même si c'est dans l'intimité, aujourd'hui... Regardez les femmes de président. Mais attendez. Les femmes de président, ne me citez pas les femmes de président, parce que quand même Emmanuel Macron a épousé une dame qui aurait pu être sa maman au moment où elle s'est occupée de lui. Et quand même, il était très jeune. Bon, les femmes de président, depuis Sarkozy, c'est un peu compliqué. Depuis Mitterrand. Oui. Si on peut dire, oui. Écoutez, Mitterrand... une épouse à l'Élysée et une compagne par ailleurs avec une autre famille,
c'est quand même un petit peu spécial. Non, mais ils ne se défendaient pas des valeurs catholiques traditionnelles. Voilà, c'est ça un peu. Hein, une remarque? Non, là, encore une fois, c'est quelque chose qui est personnel à la vie d'Éric Zemmour. Voilà, je ne lui ai jamais posé la question d'ailleurs. Moi, je vous la pose. Voilà. Alors, la seule chose que je sais, c'est que malgré tout, il y avait eu une séparation avec son épouse antérieure. Voilà. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, ça m'intéresse tellement peu la vie privée des personnes que je me penche davantage sur leur intelligence, leurs compétences et leur choix politique. Non, mais c'est important quand on défend des valeurs traditionnelles, voilà. Ben oui, mais la vie est ainsi faite que il y a... Vous savez, moi je défends les valeurs traditionnelles, j'ai divorcé 2 fois quand même. Bon, ça ne m'empêche pas déjà d'admirer les vieux couples, et puis ensuite de défendre des valeurs traditionnelles, si ce n'est pour moi, au moins pour les autres. Très bien, je vous remercie. Voilà. Merci. Merci à vous, en fait.